Bienvenue dans cette nouvelle édition du 12-15. Au sommaire, 2 millions de dollars, c'est la somme que le président équato-guinéen Teodoro Obiang-Nguema Basogo a mis à la disposition de l'Organisation mondiale de la santé, le dirigeant qui apporte ainsi sa contribution dans la lutte contre le virus Ebola. Le Sud-Soudan est toujours en proie à un conflit fratricide depuis le mois de décembre 2013. La situation humanitaire a été jugée alarmante au point de ne pas pouvoir figurer dans certaines catégories du dernier rapport sur le développement humain. Et puis, deuxième édition du championnat de badminton béninois, c'est 14 et 15 septembre. Les organisateurs se sont réjouis du niveau technique, eux qui veulent faire du badminton le deuxième sport le plus pratiqué au Bénin. Alors que l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, a récemment actualisé le bilan des victimes du virus Ebola à 2400 morts, les États africains s'unissent pour endiguer la maladie. Les pays est-africains ont par exemple tenu une conférence de 2 jours mardi. Et ce lundi, c'est la Guinée équatoriale qui s'est engagée financièrement à lutter contre la maladie. Reportage de notre correspondant en Guinée équatoriale, Serge Kofi. Mobilisation à l'échelle continentale contre le virus Ebola. Les institutions telles que la Banque africaine de développement et l'Union africaine ont intensifié leur mobilisation contre le virus. Selon le plan d'action préconisé par l'OMS, la mobilisation contre Ebola est financière dans un premier temps. Il faudra, pour venir à bout de cette maladie, équiper le personnel de santé et financer la recherche et mettre un accent véritable sur la sensibilisation. Les chefs d'État aussi se mobilisent. Le chef de l'État équato-guinéen a annoncé ce lundi à Malabo un financement de son pays et appelle à une contribution. Le gouvernement de Guinée équatoriale met à la disposition de l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, à titre de donation, la somme de 2 millions de dollars de subventions au programme de lutte contre Ebola. Nous profitons de cette occasion pour mobiliser la communauté internationale aux États tant africains que du monde de donner la contribution pour rencontrer une solution définitive à cette crise. Mobiliser la communauté internationale. Pour les pays touchés comme la Guinée, c'est 1 à 2 points de croissance économique en moins, une économie pourtant en développement qui tourne au ralenti et des véhicules de transport bloqués à la frontière empêchant l'entrée des marchandises. Un triste constat des autorités guinéennes. L'initiative du président Obiang-Nguema Basogo est toutefois saluée par Alpha Condé qui en appelle à la solidarité de tous. C'est un panafricanisme et je ne suis donc pas surpris que cette initiative vienne de Malabo. Mais d'autres doivent soutenir cette initiative pour qu'elle puisse avoir un réel impact. Il est temps que nous commencions à trouver des solutions africaines aux problèmes africains. Nous devons commencer à le faire nous-mêmes avec des campagnes d'information nationales, des mesures de prévention adéquates à nos frontières, par des mesures de soutien aux populations que nous sommes en train obligés de garder, de soigner sous étroite surveillance. Je profite de cette occasion pour lancer un appel aux frères africains. Ne fermez pas les frontières. Protégez-vous et protégez vos soutiens avec des mesures de détection et de protection aux frontières. Le virus Ebola a été découvert pour la première fois en 1976. Selon les experts de l'OMS, la pandémie est la plus importante et la plus sévère jamais enregistrée en 4 décennies. La rencontre des chefs d'État à Malabo ce lundi est l'une des réponses favorables à la mobilisation globale et concrète du continent africain contre la propagation de la maladie. Le virus Ebola a causé, selon les derniers chiffres de l'OMS, plus de 2400 décès. La Cour pénale internationale a annoncé la composition de la chambre de première instance chargée de juger l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo. Les 3 magistrats sont Kuno Tarfusser d'Italie, Olga Herrera Carbuccia de République dominicaine et Geoffrey Anderson de Trinité et Tobago. L'ex-dirigeant ivoirien comparé pour 4 charges de crimes contre l'humanité. La chambre aura pour mission de juger les charges confirmées. Le Sénégal est depuis 2013 un pays candidat à l'ITI, l'initiative pour la transparence des industries extractives. L'obtention de cette distinction doit faire du Sénégal un modèle de bonne gouvernance, de gestion efficace et transparente des ressources extractives. Plus d'explications avec notre correspondant Djibril Fofana. Le Sénégal veut plus de transparence dans la gestion de ses ressources minières. Le Sénégal a obtenu en octobre 2013 le statut de pays candidat à l'initiative pour la transparence des industries extractives. Ce statut l'engage à publier régulièrement toutes les recettes tirées de l'exploitation minière et les paiements reçus par l'État de la part des compagnies minières. 1 an après, le premier rapport est en cours de finalisation et devrait être publié à la fin de cette année. Cela marquerait une première étape vers l'obtention du label de pays conforme à l'ITIE. Mais avant, il faudra convaincre tous les acteurs à ériger la transparence financière comme principe de gouvernance
des industries extractives. C'est une expérience qui est nouvelle dans le pays et nous, en tant que société civile, nous avons déjà trouvé que le fait que le Sénégal adhère à l'ITIE va contribuer à une culture de la transparence et de la redevabilité dans le pays. On a constaté quelques résistances au niveau des acteurs parce qu'ils n'ont pas l'habitude de partager les informations, mais nous pensons que les choses vont changer progressivement. Au Sénégal, le code minier en vigueur date de 2003. Les travaux sont en cours pour sa relecture en vue de le rendre plus profitable au pays. Entre 2005 et 2012, l'État du Sénégal a perdu près de 400 milliards de francs CFA sur les exonérations accordées à des compagnies minières. En contrepartie, l'État n'a reçu que 40 milliards de francs CFA. J'ai l'habitude de dire que le code minier de 2003 a été essentiellement un code tourné vers l'attractivité envers les investisseurs. 10 ans après, il nous faut aller vers un code minier qui soit vraiment orienté vers le développement national. Et c'est ce qui nous a manqué, parce que d'ailleurs, le dernier rapport de l'Inspection générale d'État confirme que le secteur minier a rapporté très peu d'argent au pays, tout simplement parce qu'il y avait beaucoup trop de dérogations et peut-être un peu de malgouvernance dans le secteur. Et ce genre de questions-là, l'ITIE, dans sa nouvelle norme, nous permet de poser le débat sur la gouvernance du secteur. Le Sénégal a 3 ans pour obtenir le statut de pays conforme à l'ITIE. Pour cela, de nombreuses réformes devraient être engagées. Celles-ci doivent garantir la transparence et la prise en compte des questions environnementales et sociales. Des exigences que le nouveau code minier en cours d'élaboration devrait prendre en compte. Le rapport 2014 sur le développement humain a été publié au mois de juillet au Japon. Et parmi les pays ayant subi des revers figure le Sud-Soudan, déchiré par 9 mois de conflit. La situation humanitaire s'est détériorée et les conditions de vie restent difficiles. Aminata Djak et Sally Ghanem nous en disent plus. Au Sud-Soudan, le conflit politique qui oppose depuis décembre 2013 les partisans du président Salva Kiir et ceux de l'ancien vice-président Riek Machar a entraîné une grave crise humanitaire qui freine le développement du pays. Selon le dernier rapport sur le développement humain des Nations Unies, l'indice de développement humain du Soudan du Sud est au plus bas. Pourtant, en 2013, la croissance économique du pays était évaluée à 13,1%, une progression enregistrée grâce à la production du pétrole. Pour redresser le pays, le gouvernement veut prendre différentes mesures pour réduire la vulnérabilité des populations. There are 3 areas we have chosen to focus on, which are quite interrelated. We cannot choose to reduce conflict-induced vulnerability and not consider its effects on children, on the youth and adults in the different ways they affect these different categories of people. Or forget issues of bread and butter. Le rapport 2014 ne mentionne pas les données sur les revenus et l'éducation. En cause, elles n'ont pas été fournies à temps en raison de la crise, un problème auquel l'ONU souhaiterait apporter son soutien. Our pledge in the United Nations is to work with you, Minister, and to work with the National Bureau of Statistics to help South Sudan get to a stage where there is a substantial body of data available so that it can feature in the human development. Au Sud-Soudan, plus d'1 million de personnes sont dans une situation d'urgence. Le conflit continue de diviser les populations et les répercussions sont plus graves sur les personnes vulnérables. Du sport pour terminer ce journal et la 2e édition du championnat national de badminton s'est tenue du 14 au 15 septembre au Hall des Arts de Cotonou. 126 athlètes et 14 clubs ont participé à cette rencontre. Notre correspondante Chérali Watawema a assisté au match. Voici son reportage. Le championnat national de badminton a connu son épilogue ce lundi 15 septembre à Cotonou. 14 clubs issus de tous les départements et 126 athlètes se sont affrontés dans différentes épreuves. Cette journée a été marquée par les finales dans 4 catégories, double mixte, double homme et simple dame. La majorité des champions de l'année dernière ont maintenu leur titre. Le collectif sportif béninois de badminton, c'est vraiment un travail fort. Je ne sais pas comment l'exprimer, mais le travail badminton Bénin avance énormément. Tout le monde s'est compris sur le terrain. Bon, on a joué un peu sur le plan, mais bon, elle a su gérer
Le terrain, bon, là, je le niveau, on m'a essayé de mettre au profil le niveau 2, niveau 3. Les organisateurs de cette deuxième édition du championnat de badminton se réjouissent du niveau technique des badistes béninois qui seraient en phase avec les performances de la sous-région. Leur ambition est de faire du badminton le deuxième sport le plus pratiqué après le football au Bénin. Le résultat des enfants de l'école de badminton, pour nous, c'est un travail de longue date. Et la première promotion, la plupart des enfants de la première promotion de l'école de badminton ont démontré de quoi ils étaient capables. Ils se sont alignés à la finale et nous espérons que la deuxième promotion que nous voulons de commencer va donner des résultats. Pas cette année, nous avons le temps et nous espérons que ça va porter. Depuis 2013, un projet de développement de la discipline du badminton a été élaboré et est actuellement mis en œuvre sur toute l'étendue du territoire national. Il s'agit d'enseigner aux jeunes écoliers les règles de base de cette discipline sportive. L'objectif à terme est de renforcer le championnat national et de présenter aux compétitions internationales des badistes avertis. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du 12-15 sur Africa 24.